C'est ce qu'il leur a dit ce soir-là. Ne vous inquiétez pas. Ce discours ne sera ni inquisiteur, ni agressif. Je n'ai pas des orateurs qui contrôlent leurs émotions, leurs humeurs et leurs humours. Je ne me lève jamais. Hakuna. Et mesdames et messieurs, oublions le concours. Oublions le jeu et passons directement aux enjeux. Pensons à Adamatia, qui depuis longtemps essaie de se protéger des averses. Mais je trouve tout le temps les pieds sous l'eau, la tête sous l'eau, le corps sous l'eau, la famille dans l'eau. Ce jour-là, à sa droite, ses enfants jouaient au capitaine, s'exposant à toute forme de maladie. Hépatite A, E, dengue, choléra. À sa gauche, sa femme Oulay Koumé, la plus belle que le monde ait connue, cuisinée sur une planche. Elle s'est retrouvée souvent dans l'eau pour récupérer les condiments qui lui échappaient. Devant lui, vous m'excuserez, ses défécations ruisselaient entre ses enfants. C'était pas le pire. Adam était dans tous ses états, mais sa femme aussi était en état. Et l'État se disait ne pas être en état pour laisser l'État. C'était l'État de gauche, mesdames et messieurs. Là où loge le souci, le sommeil ne vient jamais. Adama le soir jouait aux sentinelles, tenait sa famille comme ça pour qu'il puisse dormir. Comme s'il ne suffisait pas, le ciel commençait à s'arracher. L'eau sortait, sa maison coulait, ses enfants criaient, sa femme pleurait. Lui croyait que c'était à cause du tonnerre. Il prit sa femme entre ses bras, mais non, sa femme perdait les os sous l'eau. Il a tenté. Je vous jure qu'il a tenté de gagner l'hôpital. Je vous jure qu'il a tenté d'y aller. Il a réussi. Mais c'était trop tard. Adama vient de perdre sa femme. Et son fils a donné son dernier soupir avant de prendre son premier souffle. À son retour dans le quartier, il voit que tout le monde est sur son 31. Il ne comprend pas. On lui dit que le ministre est là, en plan d'urgence pour offrir des pompes, aspirer l'eau qui les gênait. Il se dirige directement à la mairie. Claque à la porte comme qu'il s'opposait à un mariage. Et commence par ça. Et la salle était chut. Il dit merci. Merci, monsieur le médecin, après la mort. Un plan d'urgence, c'est quelque chose qui nous surprend. Dieu, de par sa grâce, et parce qu'il a vu votre cupidité, nous a donné 3 mois de pluie. Et nous a laissé 9 pour le préparer. Alors où étiez-vous, monsieur le ministre, pendant tout ce temps? Il regarde Azir dans les yeux et dit, monsieur le ministre, la police il veut faire les mêmes choses et d'attendre des résultats différents. Denzel Washington disait, don't confuse movement with progress. You can run in place and not get anything done. Ne confondez pas le mouvement et le progrès. Et monsieur le ministre, ce ne sont que des satanés mouvements. Sauf mon respect, où avez-vous acheté ce pompe? Combien a-t-il coûté cette pompe? Peut-être les 706 milliards du plan décennal de lutte contre les inondations, qui a coûté 706 milliards, je vous le dis, qui impliquait la restriction, le relogement et le recensement des zones inondées. Ou peut-être les 15 milliards du plan OSEC de 2020, ou peut-être les 27,8 milliards du plan d'urgence de 2022. Combien a coûté cette pompe? Peut-être la vie des 7 morts de septembre, peut-être la vie de ma femme et de mon fils. Vous me direz que c'est nous qui mettons l'ordre dans les canalisations. Hein? C'est un boom démographique. Hein? Vous me direz aussi que ça se passe en Allemagne, en Belgique. C'est une catastrophe naturelle. Dieu n'est pas dedans. C'est à cause de votre cupidité. Mais heureusement, c'est le discours de Adam. Moi, je ne m'énerve jamais. Mais je vous dirai ceci. Plus je regarde le monde, plus je me dis que nous sommes waouh. Nous avons réussi à transformer 2 des plus grands cadeaux que Dieu nous a donnés en abomination. L'eau et l'intelligence, mesdames et messieurs. Je vous jure qu'ils ont la solution. Ils la détiennent, mais ils jouent à cache-cache avec. Ils jouent aux courses au financement sans réalisation concrète. Mesdames et messieurs, quand certains prient pour la pluie vienne, d'autres pleurent pour qu'elle ne vienne jamais. La gestion des pluies diluviennes au Sénégal est un jeu pour ceux qui profitent de l'argent, mais un enjeu pour ceux qui en souffrent. Moi, j'ai dit que le problème n'est pas du financement, ni d'assainissement, ni d'urbanisation. On n'a pas besoin de chiffres. Ils sont en carence d'humanité. Ils ont joué avec ces 3 choses, le temps, la mort et les milliards. Et heureusement, que je ne m'énerve jamais. Hakuna Matata. Me voilà devant vous, armé de l'énergie et de désespoir. Et à défaut de vouloir vous émouvoir, je voudrais vous toucher comme de la pointe de l'épée en plein cœur, avec la force de l'art. Mais la force, elle est tirée du nom.
Mesdames et messieurs, chers membres du jury, je me nomme Abdoulaye. Après la pluie, C'est le beau temps. mais c'est tout à fait le contraire au Sénégal. Car ici, avant la pluie, c'est la peur. Pendant la pluie, c'est l'ennui. Et après la pluie, c'est le désastre total. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, il y a un jeune homme du nom de Modou qui habite à la banlieue. Mais chaque année, il y a une maladie grave qui touche presque tous les quartiers de Modou et des centaines d'autres quartiers au Sénégal. Cette maladie grave est arrivée à un stade où elle peut tuer jusqu'à plus de 50 personnes par an. Eh bien oui, j'ai dit plus de 50 personnes par an. Les maisons, les chambres, les toilettes, les gens passent, deviennent inhabitables. La sécurité alimentaire et la santé publique, tous deviennent une équation à résoudre. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, c'est une maladie grave qui fait des ravages partout au Sénégal. Vous la connaissez mieux que nous. Ce n'est rien d'autre que les pluies diluviennes. À l'image de la famille de Modou, combien de familles au Sénégal souffrent de cette même maladie? 10, 100, 1000, 1 million, je ne saurais vous dire le nombre. Mais en ce qui me concerne, il faut admettre que la gestion des pluies diluviennes est plus qu'un jeu, car elle fait face à de nombreux enjeux importants. Mesdames et messieurs, permettez-moi, avant de continuer, d'éclaircir le sujet, en commençant par vous dire ce qu'est réellement la gestion des pluies diluviennes. Donc, elle fait référence à l'ensemble des mesures et actions entreprises pour atténuer ou prévenir les effets néfastes des précipitations intenses, également appelées pluies diluviennes. En somme, elle vise à limiter les pertes humaines, matérielles et économiques associées aux inondations, en mettant en place des mesures de prévention et d'intervention en cas d'inondation. Mais cette gestion des pluies diluviennes est loin d'être un jeu, car elle fait face à de nombreux enjeux importants, tels que l'infrastructure urbaine inadaptée. De nombreuses villes sénégalaises manquent d'un système de drainage adéquat, ce qui rend les inondations plus fréquentes et plus graves. Les routes, les maisons, les établissements publics, et j'ai bien dit publics, sont souvent submergés d'eau. Un autre enjeu majeur, la planification urbaine et la croissance démographique rapide. Les villes sénégalaises connaissent une urbanisation rapide, ce qui met une pression supplémentaire sur les infrastructures existantes. La croissance démographique rapide, je ne sais même pas quoi dire. Mais, en ce qui me concerne, il faut accepter la gestion des pluies diluviennes et plus qu'un jeu, car c'est un défi qui requiert des ressources, des compétences, une coordination entre les différents secteurs concernés et les sociétés locales pour mettre en œuvre des mesures de prévention et d'intervention et de préparation appropriées en cas d'inondation. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, la mention selon laquelle la gestion des pluies diluviennes devient un jeu, peut-être de façon métaphorique, pour illustrer le fait que cela devient une tâche complexe à accomplir. Car cela peut être dû à plusieurs raisons. Première raison, difficulté des problèmes complexes, je l'ai déjà cité, planification urbaine et manque d'un système de drainage adéquat. Deuxième raison, difficulté des acteurs impliqués, tels que les autorités locales, les services météorologiques, les organismes de gestion des eaux et les autorités et la communauté locale. Et oui, la communauté locale, car certains de nos mères et grands-mères au quartier, après avoir préparé un bon tchéoudine à la sénégalaise, je vois déjà nos amis Ndaï en train de saluer.
après avoir préparé un bon plat sénégalais, versez le reste des poissons et des déchets dans les canaux de drainage des eaux d'inondation. C'est qui bloque le passage. Un autre enjeu majeur, l'impact du changement climatique. Et pour terminer, les ressources limitées, telles que financières, parce que vous savez mieux que moi que le Sénégal est un pays très endetté. Le nombre de personnes ne va même pas suffire pour dire à quel point le Sénégal est endetté. Les ressources humaines sont aussi limitées, même si, parmi nous tous, il y a certains qui sont au chômage. Salut mon frère! Et pour terminer, l'utilisation du terme jeu transmet une connotation négative, suggérant que la gestion des flux de n'est pas prise suffisamment au sérieux. Ou qu'elle reste un défi insurmontable. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, je pouvais venir ici et vous parler de l'ANAMS, Agence nationale de la météorologie du Sénégal, ou bien de l'ANLIB, Agence nationale de lutte contre les inondations et les bidonvilles, ou bien même vous parler du ministère de l'Environnement et du Développement durable, ou bien vous parler que les inondations ont touché plus de 150 hectares à Dakar, plus de 8000 maisons à Pékin sont inondées, ou bien vous parler du plan Orsec ou de l'UNESCO. Mais cela n'est pas du tout nouveau pour vous, vous le savez mieux que moi. En foi de quoi, j'ai décidé de rédiger un discours sur la définition du sujet, les différents types d'enjeux, mon point de vue sur le sujet et les propositions de prévention. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, eh bien, en ce qui me concerne, si la gestion des flux pluviales devient un jeu, alors cela veut dire que nos frères et sœurs sont morts durant les inondations. Merci. Ont été mises à l'écart des inondations, mais pas totalement. Et pour moi, en 2023, la ville de Touba serait elle aussi écartée de sa situation de condoléances, d'après tous les dires du ministre. Ce qui est décevant, c'est que la catimini n'a pas changé, même avec le plan Orsec, ce qui donne l'essence et l'effervescence du thème abordé. Mesdames et messieurs, au Sénégal, la gestion des pluies diluviennes devient-elle un jeu face aux enjeux? Avec cette question, j'ai su que ne parler que pour parler ne sert à rien, que l'ultime objectif de la parole, c'est dompter le monde. Avec plus de 611 milliards de francs CFA, pour remédier à la recrudescence des inondations sans fin depuis une bonne décennie, alors que rien ne se présente comme prévu, il est évident de se poser la question à savoir, n'est-elle pas un jeu financier auquel on perd tout son investissement? Et de part à autre, des ignorants, comme je peux me le permettre de les qualifier, ces hommes, qui développent l'idée selon laquelle l'inondation serait due au changement climatique, alors qu'il fut un temps où il pleuvait beaucoup avec des précipitations extrêmes. Mais nous tous, nous le savons ici, et je ne fais que le rappeler, que cela est dû au manque de gestion, que quelqu'un parmi nous a donné sa définition, et au non-respect du code de l'urbanisme. Et toujours dans ce même dynamisme d'urbanisation, une cartographie des zones inondables a été élaborée pour éviter ces genres de risques, mesdames et messieurs. Mais qu'est-ce que l'on remarque? Qu'est-ce que l'on remarque? Ces espaces non aedificandi ont été remblayés puis habités sans assainissement. Or que la dure réalité, c'est que l'assainissement devait précéder l'habitat. Mais malheureusement, ici au Sénégal, il faut le reconnaître et le déplorer. L'assainissement a toujours été un parent pauvre. Des populations cherchent un toit. Dès qu'une personne a une parcelle, elle cesse à construire sans se poser la question s'il y a un assainissement, s'il y a l'eau et l'électricité. Et les responsabilités de l'État ne sont pas à écarter. Quand on dit une parcelle assainie, c'est que cette parcelle est déjà assainie. Et les gens viennent acheter des parcelles auprès des services de l'État. Cela sous-entend que ces parcelles ont été déjà assainies. Mais cela n'a pas été le cas. Ces parcelles ont été juste remblayées, puis habitées sans assainissement. Et la population y est habitée sans problème, parce qu'on était dans une période de sécheresse, telle la petite phase de saison sèche de Pierre Michel, dont je vous invite à voir sa théorie. Et aujourd'hui, avec les changements climatiques comme nous les voyons, nous assistons à un retour des pluies. À la vérité, la moitié de la zone de Dakar est une zone non aedificandi. Et j'aimerais bien rappeler que nous sommes allés habiter là où passait l'eau. Et comme l'adage Wolof le dit, Ndokh du bàyyi yoonam. Nous l'avons agressée et elle se venge en retour. Et à ce moment, que fera l'État? Décréter un plan d'urgence comme l'Orsec, dépenser des milliards et après le SOS, mesdames et messieurs. L'on continuera ainsi jusqu'à quand?
Nous ne demandons pas à mettre fin à l'inondation, dixit un vieux, parce que seul Dieu en est capable. Et nous saluons les mesures prises par le président de la République, et surtout même avec le plan Anne-Fan qui est en cours. Mais ce qui manque, c'est la bonne gestion. Et quand je dis cela, aucune responsabilité ne les a écartées, ni celle des collectivités territoriales, vous, ni celle de l'État, moi, et ni celle de la population, nous, parce qu'elle est une affaire de tous. Et Thomas Edison disait que la valeur d'un produit ne réside pas dans ce qu'il est, mais dans ce qu'il apporte. Ce qui compte, ce n'est pas le prix de l'ampoule, mais celui de sa lumière. Il faut comprendre ainsi, le financement pour les systèmes de drainage, l'achat des motopompes, c'est à encourager. Mais l'efficace aboutissement qu'ils doivent servir pose problème. Et pour terminer, mesdames et messieurs, tout en rendant hommage à un frère qui est peut-être absent aujourd'hui, qui aimait sentir les paroles de Grand Fou Malade, il disait, inondation, pas de solution. Où est mon bic moustique qui s'applique, gouvernement? Pourquoi tu mens à tout moment? Je ne sais pas, moi. Dis-moi, papa, où est le repas? Je sais que ça ne va pas parce que ces temps-ci, tu ne travailles plus à cause des fortes pluies. Mesdames et messieurs, pour une paire de raisons, si l'ANACIM fait ses prévisions, c'est pour se prévenir à ces genres de risques. D'où le sens même, je répète, du proverbe latin de Richard George Feithiam qui dit Praeste là, côté là, quem remedium. Mieux vaut prévenir que de guérir. Je vous remercie. Belle évidence. Aujourd'hui, je vais faire usage de cette force indomptable, cette force sans égale, pour faire jaillir les étincelles de mon art, en abordant un thème qui touche de près le Sénégal, la gestion des pluies diluviennes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les pluies diluviennes sont des précipitations intenses qui peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur la population et l'environnement. C'est ainsi que la question se pose, à savoir, au Sénégal, la gestion des pluies diluviennes devient-elle un jeu face au janvier? Répondre à cette question va m'emmener à faire un petit flashback dans le passé. Pas trop loin, plus exactement le 5 septembre de l'année 2022, ici à Dakar. Il fut une journée de peur, de tristesse, de cri de cœur, occasionnée par la perte de 2 vies humaines. Ouais, j'ai bien dit 2 vies humaines. À cause des pluies torrentielles. Sans oublier les dégâts matériels inestimables, l'arrêt des activités économiques dans certaines zones du pays et la fragilité de la population à des pathologies extrêmement graves, telles que le paludisme, le choléra, on a cité. Il est essentiel de savoir que la gestion des pluies diluviennes ne peut être considérée comme un jeu. Les conséquences sont bien très importantes pour être. Ainsi, notre pays, le Sénégal, est confronté à des défis pour faire face à ces pluies diluviennes. Malgré les efforts gouvernementaux, les infrastructures existantes sont souvent insuffisantes pour gérer de telles quantités de pluie. D'où les inondations, les dégâts matériels inestimables et la perte humaine, due soit aux électrocutions, soit aux inondations ou encore à la pluie. Vu la gravité de la situation, il faut sans compte ni délai mettre en place des mesures adéquates pour minimiser les risques. N'oublions pas les vies perdues à cause de ces pluies torrentielles. En honorant leur mémoire, nous devons agir de manière proactive pour prévenir de telles tragédies dans l'avenir. Il est impératif de mettre en place des stratégies de préparation et de prévention, telles que l'amélioration des systèmes de drainage, la construction de barrages et la sensibilisation de la population aux mesures de risque. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que la gestion des pluies diluviennes devienne une priorité dans nos communautés. Cela implique une collaboration entre les autorités qui ont le gouvernement, les experts en gestion des risques, ceux qui ont appris ça et qui maîtrisent ça, et la population locale. En tant que des citoyens responsables, nous devons participer aux initiatives gouvernementales et aux projets communaux. Nous devons contribuer à lutter à cette cause, peut-être ensemble,
on arrivera à limiter ces pluies diluviennes. On arrivera aussi à préserver nos vies, ainsi que nos biens. Et de grâce, arrêtez de dire c'est le destin, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Moi, je pense que le destin n'existe pas. Moi, je vais tout juste dire ça. Ouais, vous me regardez les yeux grands ouverts. Moi, je pense que quand on est né, on a tous reçu un cahier, comme l'avait dit le coach pendant une séance où on appelle. Le jour de ta naissance, Dieu il vient, il dit, prends ce cahier. On a reçu chacun un cahier avec un nombre de pages bien défini. Le nombre de pages symbolise ton espérance de vie, le nombre de jours que tu dois faire sur terre. C'est seulement ce qui a été déterminé. Et toi, tu ouvres le cahier, tu es content parce que le cahier, ça vient de Dieu. Mais tu vois que toutes les pages sont vides. Quelle déception. Il y a trois situations. Soit tu jettes le cahier parce que c'est vide, soit tu confères le cahier à quelqu'un, soit toi tu prends ton cahier et tu. La personne qui décide de jeter son cahier, c'est quelqu'un qui décide de laisser son destin. Et de baser sa conduite sur le simple fait que tout serait prédéterminé. Donc c'est pas ce qui a été prédéterminé, c'est Steve Hawking qui l'a dit. Il faut jouer la main qui t'est donnée et les conséquences assumées. La vérité jouée juste quand je le cas. Le deuxième, il va venir donner son cahier à un autre pour qu'il écrive son destin. C'est plus facile pour lui. Il n'a pas le courage de décider de ce qu'il va devenir, ce qui va arriver dans sa vie. Et le troisième, c'est le courage. Il va prendre son cahier. Même s'il doit user de son sang, d'assurer d'écrire son propre histoire. C'est ça. Donc, prenons notre destin en main et faisons face à ces pluies diluviennes. Nous pouvons le faire. Comme tous les pays. Il y avait des inondations, des pluies diluviennes en Chine et aujourd'hui il y en a plus. En Corée. Et dans bien d'autres pays que je ne vais pas citer. Donc pourquoi pas au Sénégal. Chers membres du jury, c'était votre finaliste cher Cham qui vient partager son aide. Et merci de votre charmante attention. Le bien et le mal se valent. D'ailleurs, on les mixe. Hommes et femmes se confondent, leurs accoutrements conformes. Un Sénégal incorrect qu'une jeunesse novice forme. Un pays du croyant n'articule pas son actualité dans la sexualité. Ils filment leurs abats sexuels, mais en parler éveille des duels. C'est fou. Un texte piquant sur le sexe les vexe, sous prétexte qu'en débattre n'est plus tabou. On s'est accoutumé au poste comme le motif ou baisse qui enfante des scènes saintes. En un clin d'œil, la vidéo cumule des millions de vues, tandis que celle qui nous guide vers la droiture traîne avec un minimum de vie. Satan en action chez les hommes, dont leur humanité est en perdition, non, en addiction diabolique, et qui, pour être suivis et cumuler des millions de vues, optent des habits transparents, mettant en ligne leur corps nu, voire même celui d'autres. Ici, se faire du buzz avec ses parties intimes est devenu banal. Et le mal, c'est que ça fait mal si on dit que c'est mal. Ce qui me fait plus mal, nous plongeons dans un état infernal, c'est ces soi-disant femmes qui s'adonnent sans scrupule à la vue de l'argent, leur dignité, leur virginité, qui n'avaient pas de prix en réalité, dorénavant, s'échangent bénévolement dans les appartements pour contenter leurs amours. Dans les séries et TikTok, elles promouvoient la prostitution déguisée. Leur sein qu'elles exposent nos chocs, car si on s'habille pudiquement, on est la risée. Sacré. Si les parties corporelles les plus sacrées sont devenues des panneaux publicitaires, c'est outré. Si notre temps est consacré à des mots de sacré, les réseaux sociaux sont entrés de nous, massacrés. Le taux de chômage aurait été atrophié si le fameux Topuka fut un métier. Alors croyez-moi si je vous dis que la jeunesse, tout ce qu'elle a en tête, c'est de faire la fête. En fait, ils ne chôment plus. Leur métier, c'est de mener des enquêtes sur la vie de leurs semblables, en l'occurrence leurs défaites, les valeurs aux oubliettes, la preuve, ils ne fournissent plus en cachette. Vous avez souillé sous tour après avoir violé, massacré Kersa. Maintenant, dites-moi, le Sénégal est-il un pays où la majorité est croyante ou un pays peuplé par des disciples de Satan? Cela. Depuis le début, l'orateur a été toujours considéré comme étant un beau parleur, excusez-moi à la limite, un menteur, un manipulateur. Mais là, si vous êtes d'accord tout de même, vous et moi, que l'orateur en réalité n'est qu'un causeur, n'est qu'un déclamateur des beaux discours, alors applaudissez-vous, je vous prie. Et applaudissez-vous. Mesdames et messieurs,
honorable membre du jury, un grand homme disait que pour que l'orateur soit grand et puissant, il faudrait que l'auditoire puisse faire la moitié du chemin. Unissez-vous pour embellir cette salle. Il n'y aurait peut-être pas de beaux discours, en tout cas aussi beaux que c'en est ainsi. Alors, je vous demande de vous applaudir autant que vous êtes ici. L'intervention de tout un chacun ici présent a été véritablement une chose marquante. Surtout les finalistes ici présents. Ils ont prouvé en fait que l'orateur n'est pas en réalité un chat qui miaule, car sa voix est l'état étendre pour faire répondre et faire entendre un océan d'idées dans le but d'émouvoir en public, dans le but d'enseigner en public, dans le but véritablement de faire plaire. D'où l'importance, bien évidemment, de cette voix d'épi. Un tout nouveau concept qui a été mis en place par le Cercle des jeunes orateurs du Sénégal. Un concept qui nous a été inspiré de quelque part, naturellement, dans des plus grands orateurs que l'humanité ait connus. Cicéron, vous le connaissez sans doute. Cicéron, la définition traditionnellement donnée par lui, en rapport avec la définition de l'art oratoire, c'est en fait un art d'émouvoir, de plaire et d'instruire en auditoire. Si l'orateur ne parvient pas à remplir ces trois fonctions, il peut se prévaloir en fait un autre titre que celui d'un orateur. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, honorables invités, bonsoir. Je ne connaissais pas l'art oratoire, jusqu'à ce que, bien évidemment, le destin révélateur d'union m'a rallié à un groupe de jeunes étudiants qui sont partis à la recherche de leur propre identité. Ils sont partis à la recherche d'un point culminant, d'un point crucial à l'existence. Vous savez ce point c'est quoi? C'est la recherche des techniques oratoires. Autrement dit, comment parler face à un public. Ainsi, ils se sont fait accueillir par la maison de la motivation, Oratorship Academy. Une maison qui les a instruits, une maison qui les a forgés, une maison qui les a donc donné tous les éléments de base pour être, en tout cas, une personne qui peut dompter sa parole face à un auditoire. Suite à cette riche formation, ils ont décidé, bien évidemment, de ne pas ranger ces connaissances dans les tiroirs, mais de les partager avec d'autres jeunes autour d'un collectif qui, 2 ans plus tard, portera le nom du Cercle des jeunes orateurs du Sénégal, CJOS. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, honorables invités, vous savez, ce qui a motivé davantage le séjour à se lancer dans cette nouvelle aventure, c'est quoi? C'est vous, en fait. C'est vous, la jeunesse. Parce que nous, notre seul intérêt au monde, c'est de partager le peu d'expérience qu'on a eu à avoir jusqu'à maintenant. Sinon, à quoi bon avoir de l'expérience si ce n'est ranger ça plus tard dans des tiroirs ou bien mettre ça dans un coffre-fort? Quel un trésor, en fait, précieux, que naturellement, monsieur le MC allait garder bien tranquille dans son coin. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, vous savez,
on n'est jamais arrivé à aucune réussite de notre vie. Si ce n'est véritablement en se forgeant et en appliquant la règle d'or, celle de l'APP, celle de l'amour pour ce que l'on fait, celle de la patience et de la persévérance. C'est toujours important. Ne vous le faites pas dire, rien n'est facile dans cette vie. Tout à l'heure, j'ai entendu des gens m'acclamer, en fait, disant que elle s'est donnée corps et âme. Pour moi, en fait, le fait d'avoir initié ce projet du Cercle des jeunes orateurs, ou d'en être nommée présidente, ne fait pas de moi la meilleure. Ça fait tout simplement de moi une simple amoureuse de l'art oratoire. Une personne qui se donne d'arrache-pied pour porter au sommet ce projet. C'est une lourde responsabilité, je l'avoue. Une responsabilité quand même à laquelle je me donnerai toujours le plaisir de m'y atteler. Parce que la cause, elle est noble. Mesdames et messieurs, si les insensés sont ceux-là qui, sans souci, s'endorment dans leurs pensées, alors apprenons à être sensés, à penser à comment avancer, à percer dans la réflexion, histoire d'illuminer nos pensées. Chaque personne doit avoir ce que l'on appelle un esprit d'équipe. Le vice-président l'a tout à l'heure souligné. La réussite de cet événement d'aujourd'hui me prouve encore une fois que seul on peut aller loin, mais ensemble on va plus vite, comme dit l'adage. Mesdames et messieurs, ensemble, main dans la main, nous allons construire une génération assez belle, une génération assez consciente, une génération qui se forge. Parce qu'en fait, le leadership, ça s'apprend, ça s'acquiert. C'est pas parce que monsieur est trop élégant, voilà, il est trop joli qu'il est un leader. Le leadership, ça se travaille, ça se crée, ça s'apprend avec le temps. Mais ne soyez pas tout de même déçus dans la vie. Parce qu'elle peut être des fois trop cruelle. Il peut y arriver que la destinée nous tabasse en fait. Et que tout ce que l'on a bâti jusqu'à maintenant nous glisse en fait des doigts. Tout s'écroule. Mais est-ce une raison valable pour abdiquer? Je crois que non. Il faut toujours partir la tête haute, tomber et se relever. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers invités, je ne saurais donc terminer mon discours sans pour autant mettre en valeur une once de gratitude à l'endroit de tous ceux qui sont là aujourd'hui, ici présents dans cette salle, aussi merveilleuse que vos visages. Mais plus précisément, à un homme, à celui grâce à qui cette journée a pu quand même se tenir. Mais avant lui, je vais d'abord rendre grâce à Allah, à Dieu, le Tout-Puissant, de nous avoir donné la santé et l'assistance nécessaire jusqu'à ce que nous puissions arriver à ce jour-là. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rendre hommage en même temps et de louer ma gratitude au nom du Cercle des jeunes orateurs, notre gratitude assez profonde à l'égard de l'homme qui nous a ouvert ses portes. Lorsqu'on a sonné, il nous l'a ouverte parce que sa bienveillance nous a interpellés. On ne l'a pas choisi comme parrain parce qu'il est n'importe qui. C'est parce qu'il a un leadership incarné. C'est parce qu'il a une certaine façon d'impacter la jeunesse. Il a été un modèle, il l'est et il le restera. Mesdames et messieurs, au nom de toute l'équipe
du cercle des jeunes orateurs, au nom de tout le cercle, je dis merci. Merci infiniment à notre très cher parent, M. Samuel Faye, sous vos applaudissements. Messieurs, dames, vous savez, lorsqu'on est jeune, on peut y avoir beaucoup de projets dans la vie, des idées, des ambitions. Mais on ne peut jamais, jamais, au plus grand jamais, apprendre à les réaliser sans que l'on ait à nos côtés des mentors, des personnes pour nous orienter, pour nous dire non, faites ceci, tombez pas dans ce piège-là. Parce que des gens attendront toujours à ce que vous mordez à l'hameçon. Alors c'est toujours important d'avoir des personnes sur qui compter. Des personnes qui nous aident lorsqu'on est tout au fond du gouffre, lorsqu'on ne sent même plus en fait l'intérêt de vivre. Lorsqu'on est perdu, lorsqu'on est désorienté, lorsqu'on est là, sans être là, bien évidemment. Lui, il a toujours été là. Je ne veux même pas, en fait, parler plus de lui. Parce qu'en fait, c'est un mentor, c'est un frère, un papa. Enfin, par exagération. Mesdames et messieurs, en tout cas, nous lui témoignons notre profonde gratitude à M. Hassan Faye, bibliothécaire à la BU. Applaudissez. Mesdames et messieurs, c'est toujours difficile en fait, vous savez, de parler. Parce que dès l'instant que l'on ouvre la bouche, on a peur en fait, peur, pas peur de parler, mais peur d'omettre une personne. Surtout lorsqu'on doit la citer. Ça, c'est des fois ma plus grande peur. Vous savez, dans la vie, il y a toujours la personne qui vous tient main dans la main pour vous dire « Venez, je vous apprends. Je vous apprends quelque chose. » Naturellement, de l'expérience dans la vie. Il n'est pas là aujourd'hui, mais pourtant je le sens. Il n'est pas là, mais il est tout le temps là. Je suis en train de la chercher parce que c'est une personne assez importante, mais je ne la trouve toujours pas. Mais pourtant, elle me dit qu'elle est là. Elle nous a forgés. Elle nous a montré la trajectoire, cette personne. Elle nous a guidés vers cette trajectoire oratoire, vers cette quête de nous-mêmes. Mesdames et messieurs, on a eu aujourd'hui l'honneur, l'immense fierté de donner au trophée de cette compétition La Voix des Filles son nom. Parce qu'il est pratiquement ce que nous sommes. Il a fait de nous ce que nous sommes. Donc il est ce que nous sommes. Mesdames et messieurs, très tôt, non, ce matin plutôt, j'ai cherché tantôt le vocable le plus beau qui pourrait me servir de flambeau. Les idées arrivent à flot, impossible de les classer par l'eau. Non mais tellement elles sont de trop. Alors aidez-moi s'il vous plaît à trouver des mots là où il faut, à l'endroit du manière des mots. Si toutefois il est saturé mon cerveau, j'irai les garder sur mon mémo. Non, mieux, dans ce cœur, le centre de l'émo. À celui qui m'a dit, fais face au public, ne pas se montrer de dos, c'est se tenir à l'écart du faux. À celui dont le comportement est réglo, à monsieur l'intelligent. Mesdames et messieurs, il n'est pas là, mais il est encore là, toujours là, et il sera toujours là. Je vous demande d'applaudir notre très cher mentor, Jay Ibrahim Samba Moudi, s'il vous plaît. Je le disais tantôt, parler ce n'est pas évident. Et lorsqu'on parle, des fois, on tombe dans les creux de mémoire. C'est toujours difficile de parler, surtout lorsqu'on a beaucoup de choses à dire en même temps. Mesdames et messieurs,
recevez notre gratitude pour votre présence, autant que vous êtes. Je remercie l'ensemble des membres du Cercle des jeunes orateurs, sans exception. Je remercie le groupe Yali, avec ses collaborateurs, en l'occurrence, M. Wagne ici présent, pour l'accès à cette salle. Et aussi, je remercie les représentants du parent ici présent, M. Baker, Mme Michel et Mme Louise, aussi sans oublier bien évidemment M. Dian. Monsieur Dian, excusez-moi. Applaudissez s'il vous plaît. Dian, est-ce que ce ne serait pas le virus des halpoulards là qui m'attend là? S'il vous plaît. Mesdames et messieurs, je ne saurais donc finir mon intervention sans pour autant, bien évidemment, remercier ma famille, ici présente et celle lointaine. Ma famille qui a toujours cru en mes projets, qui a toujours cru en moi, qui m'a toujours soutenue. Pourtant, c'est la première fois qu'ils viennent dans une activité pareille. Et voilà, tout le temps, malgré cela, ils étaient là à me soutenir, à m'acclamer. Pour cela, je leur dis merci au nom du Cercle des jeunes orateurs du Sénégal. À mes amis, je leur loue également mon sentiment de gratitude assez profonde. Je ne voudrais pas citer de nom, mais vous vous reconnaissez. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers invités, chers finalistes, je ne vous oublie pas. C'est toujours difficile, en fait, de parvenir à quelque chose. Mais lorsqu'on s'engage, en vérité, on se lâche et ça devient facile. Ce n'est jamais évident, en fait, de prendre la parole face à un auditoire. Pourtant, vous avez osé. Tout à l'heure, quelqu'un l'a dit dans les jurys. Ils ont dit, en vérité, que c'est toujours important de se lancer, de croire en vous-même, en vos capacités. Même si la personne vous dit, non mais vous êtes trop nul, hein, vous n'allez pas y parvenir, laissez tomber. Il faut lui prouver le contraire. Parce que vous êtes né pour rayonner. Pour cela, je vous dis bravo et bonne chance pour la suite. Terminer mon discours sans pour autant véritablement remercier ces charmants membres du jury ici présents serait une catastrophe naturelle. Mon Dieu! Non, rassurez-vous. À coach Moussa, je dis merci. Merci du fond du cœur. On s'est connus tout récemment, mais il a toujours fait preuve d'un géant. Il a toujours fait preuve d'un homme humble, personne qui sait partager ses capacités. Il n'a pas hésité un seul instant à venir filer un coup de main à sa petite sœur, à sa sœur de plume également, parce que lui, c'est un féru de l'art oratoire, du slam et de tout ce qui va avec, d'accord? Alors pour cela, nous vous disons merci. À Madame la charmante jury, c'est en fait un plaisir immense pour le Cercle des jeunes orateurs de vous avoir comme membre du jury. Lorsque Yero m'a envoyé votre contact me disant que vous étiez intéressé par cela, cela ne m'a pas surpris. Parce que Yero, c'est en fait une personne que j'ai connue lorsque, par la grâce de Dieu bien évidemment, j'ai remporté le concours national d'art oratoire organisé par la Jeune Chambre internationale de Dakar l'année dernière, c'était en 2022. Il m'a laissé votre contact me disant faudra vraiment l'insérer dans le jury parce qu'elle aime ça, elle est bien. Et franchement, vu votre enthousiasme, votre amour pour l'art oratoire, franchement, je n'ai
je ne peux que dire en fait merci, en tout cas pour votre présence, pour avoir en fait accepté de partager votre expérience avec nous. Monsieur Diagne, cette fois-là, Diagne ou Diagne? Vous y arrivez, c'est Diagne ou Diagne? D'accord, Monsieur Diagne. Monsieur Diagne, lorsque je l'ai entendu parler, j'ai senti que la parole, elle n'était pas pour un guignol, car elle n'a rien d'un sens frivole. Elle est plutôt cette superbe bagnole qui conduit sans stupeur ni peur son détenteur, lui-même sculpteur des mots, qui, sans rature ni rayure, lime, berne et cerne la magnanimité des lettres pour ne pas que paraître mais être et demeurer maître de la parole. Vous avez été un coach. C'est la première fois qu'on se rencontre, mais votre personnalité déjà m'interpelle. Merci d'être une figure inspirante pour cette jeunesse. Et merci d'avoir partagé aujourd'hui votre expérience avec nous. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour M. Samuel Faye. Pour son engagement, pour sa responsabilité, pour avoir eu l'amabilité et l'humilité d'accepter avec fierté d'être le parrain de la première édition du concours d'éloquence La Voix des Pi. Cette attestation de reconnaissance lui sera délivrée aux mains de notre très cher M. Baker et M. Diagne, y compris de cette assemblée, de ses représentants. Alors applaudissez-les s'il vous plaît. Venez. Monsieur Becker, Marianne, je me nomme Wadjseri Sadio, comme étant le vice-président du Cercle des jeunes orateurs du Sénégal et le coordinateur du club de débat et d'art oratoire de et je me présente étant le gérant du cabinet de leadership business entrepreneuriat et de l'entreprise individuelle comme Campus Colvan Chaussures, c'est un site e-commerce. Nous évoluons dans la commerce des chaussures. Et je ne manquerai pas de vous féliciter, du moins, surtout mon cher journaliste. L'essentiel, c'est ce qu'on a fait de nous. On a autrement dit, l'essentiel n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui. L'objectif, c'est de se former pour pouvoir montrer quelque chose. Si vous continuez à vous former, vous allez toujours former les gens. C'est ça qu'on a besoin de faire. Et le grand succès n'est pas ce que vous avez en tant que jeune, mais ce que vous allez donner à la vie des autres. Ce que j'ai à vous dire, c'est juste que la puissance de la jeunesse, c'est ce que la jeunesse peut faire ensemble. Nous, notre puissance, c'est ce que nous allons faire ensemble. En termes de leadership, on dit qu'il ne faut pas travailler seul, mais il faut travailler en équipe. Parce que le résultat, c'est dans l'équipe. Parce que si je donne une pierre à l'édifice et que chacun donne sa pierre à l'édifice, ça va nous permettre de soulever une montagne, la philosophie chinoise. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est juste la jeunesse doit aller vers l'information. Au lieu de rester sur place et de demander l'information, vient en lui. C'est pour ça que je vais terminer. Je ne manquerai pas de féliciter à mes cofondateurs de ce cercle, la présidente Nimassar et le doyen Hassan qui a fait un travail remarquable. Et je tiens à vous féliciter à ça. Et le CRL, Centre Régional Leadership Yali, c'est juste pour recruter des jeunes africains qui ont un impact positif à leur communauté. Ceux qui ont une vision en Afrique, ceux qui participent au développement de l'Afrique, celui qui a une vision participatoire par rapport à l'objectif de développement durable. C'est pour cette raison que nous invitons à tout le monde de se préparer davantage et de soutenir notre continent africain. Il ne faut pas se définir comme étant un Sénégalais, mais nous sommes tous des Africains. L'Afrique nous appartient et nous devons participer au développement du monde entier par rapport à la mondialisation. Je vous remercie.